la qualité de service n'est pas là. Et c'est pas juste à Montréal, c'est ailleurs au Québec. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à Montréal, que nous avons triplé le niveau d'investissement jusqu'à 3 milliards de dollars. Donc, nous sommes très conscients du problème. Je pense que d'y allouer les budgets, je pense que ça va régler une partie du problème. Le réseau est conçu de façon résiliente. Alors, si un équipement devait connaître une défaillance, on a des alternatives dans le réseau. Hydro-Québec se veut rassurante quand même. On a compris que le réseau d'Hydro-Québec à Montréal est dans un état préoccupant, et je le dis entre guillemets, parce que c'est ce que l'on peut lire dans un document interne de la Société d'État que mon collègue Olivier Bourque a pu consulter. Le document précise que 70 de ces équipements stratégiques ont atteint leur date de péremption, 20 des équipements ont entre 61 et 70 ans à Montréal. Hydro-Québec évoque également des risques élevés pour la santé et la sécurité de ses ressources et du public. Comment expliquer ce manque d'entretien flagrant sur le réseau? Et comme vous avez entendu M. Sabia, le président, le dire, ce n'est pas qu'à Montréal. Mon invité, Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier. Bonsoir, Normand Mousseau. Bonsoir. Alors, vous avez peut-être lu le texte de mon collègue Olivier Bourque publié sur notre site dès ce matin. Avez-vous été surpris par le constat qu'on y fait quant à l'état de santé du réseau? Oui, on savait déjà qu'il y avait eu des sous-investissements. Il y avait un rapport de la vérificatrice générale de décembre 2022 qui montrait qu'on n'arrivait pas à faire les investissements même prévus qui étaient pas nécessaires, pas suffisants pour maintenir le réseau. Mais on voit qu'en effet, à Montréal, là, la pression est grande là, sur un réseau très vieillissant. De quoi parle-t-on ici? D'aveuglement, de négligence, d'insouciance? Je pense que c'est pas tant insouciance que des choix qu'on a faits au cours des années d'être plus rentable pour le gouvernement, de protéger les tarifs. Et au fil des années, bien, on a sous-investi dans la maintenance. On a déjà fait des gros efforts de maintenance il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, mais après ça, on perd un peu le fil. Puis là, il faut recommencer. On a du retard dans un contexte où la demande en électricité augmente, mais pas seulement la demande en absolu, c'est-à-dire que le rôle de l'électricité dans notre société est de plus en plus important. Et dans ce contexte-là, on peut de moins en moins se satisfaire de panne. Oui, on se vantait tellement de notre électricité. Hydro-Québec, c'est un grand fleuron, c'est un modèle à l'international. Et vous le dites, on manque de ressources pour produire toute l'électricité dont on aurait besoin. Vous avez évoqué les dividendes. On a préparé un petit tableau pour indiquer les montants, parce qu'on a dit qu'Hydro-Québec, c'est aussi la vache à lait. Voyez-vous, on a versé au gouvernement entre 2,5 milliards. 2022, 3,4 milliards de dollars. Donc, déjà en 2019, on versait 2,2 milliards de dollars au gouvernement, malgré le fait qu'Hydro investissait quand même. Là. Il y avait des profits, puis investissait quand même. Alors, le gouvernement a été trop gourmand au fil du temps? Oui, il y a eu des pressions fortes. Hein. Déjà, par exemple, quand M. Martel est arrivé sous le gouvernement Couillard, bien, on avait une commande forte d'augmenter les revenus de manière très, très importante chez Hydro-Québec, dans un contexte où le gouvernement était serré. Et encore, dans le dernier budget, M. Girard a bien annoncé qu'il comptait sur Hydro-Québec pour renflouer en partie là, les coffres et réduire le déficit. Dans un contexte où Hydro-Québec a déjà un gros mandat de livrer de l'électricité pour les nouvelles industries, en plus de renforcer le réseau et de répondre à la décarbonation du Québec. C'est incroyable parce que le document parle bien d'une situation préoccupante, ne serait-ce qu'à Montréal. 11 des 32 postes de distribution étaient en dépassement de capacité déjà sur l'île de Montréal. Qui dit surcharge, dit surchauffe, et risque d'incendie, même explosion, etc., etc. Il y a un enjeu de sécurité ici, sans oublier les conséquences économiques. Là, quand il y a des pannes, puis le nombre d'heures a augmenté de minutes, de manière 294 plus de minutes en 3 ans, il y a un coût économique et social à ça, non? Absolument. Les gens sont plus exposés. Encore une fois, maintenant, on va électrifier le transport, on électrifie le service de télécommunication. Aujourd'hui, sans électricité, on n'a plus accès au téléphone, par exemple. Donc, on est coupé à plusieurs niveaux. On n'a pas Internet. Tous les services ou presque demandent Internet de nos jours. Donc, on se retrouve vraiment piégé. Et là, l'électricité a une valeur plus grande encore qu'il y a 30 ans. Et un autre aspect, c'est que quand on est dans des systèmes surchargés, mais tout l'équipement vieillit de manière accélérée. Donc,
ces investissements qu'on n'a pas faits là dans le passé font que même les appareils qui sont plus récents, bien, ils sont en surdemande et ils vont vieillir plus rapidement. Alors, tout ça reste inquiétant pour vous, mais quand on entend le gouvernement dire on va mettre l'argent, mais aussi, tout ça, c'est dans un horizon de 2035. Là. C'est loin, c'est dans 11 ans. Avec les milliards de dividendes qui vont générer, est-ce qu'on ne devrait pas faire plus vite? Oui, en fait, il va falloir augmenter les tarifs. On veut maintenir les tarifs à 3 ou à peu près là, au niveau du Québec. Ça ne tient pas la route. Les investissements qu'on doit faire, il va falloir les payer. Ce sont les clients d'Hydro-Québec qui vont payer. On est dans un contexte où il faut de toute façon revoir le réseau et augmenter sa capacité. Donc, le fait qu'il soit un peu vieillissant, ça va, mais il va falloir qu'on fasse ces investissements-là très rapidement. Entre autres parce que déjà à Montréal, par exemple, Hydro-Québec est obligé de dire non à des compagnies, des particuliers qui veulent se décarboner, qui veulent abandonner les combustibles fossiles. Donc, on est dans une situation aujourd'hui, Hydro-Québec est un des freins importants aux efforts des citoyens ou de la société à se décarboner. Oui, parce que même la semaine dernière, je crois que c'est l'Association des manufacturiers qui dénonçait le fait autour de, je crois, après un sondage auprès de plus de centaines d'entreprises, on se plaignait de ne pas avoir accès à l'électricité dont on avait besoin pour se développer, faire du développement, alors que c'est censé être une priorité du gouvernement. Absolument. Donc, en fait, le gouvernement, il y a un message qui dit on doit se décarboner, puis en même temps, il dit bien, on va garder l'électricité pour les nouvelles industries. Et de ce côté-là, donc, il va pénaliser les industries existantes, les clients existants qui, eux, veulent aussi être plus compétitifs et utiliser plus d'électricité. Bon, demain, on annonce un plan pour l'éolien, mais est-ce que ça va régler C'est pas ça qui va régler la situation, j'imagine? Bien, on parle ici d'une situation au niveau de la distribution, du transport, donc du bout des réseaux. L'éolien, ça va être pour produire l'électricité. On a annoncé qu'on allait devoir produire plus d'électricité. Donc, ça fait partie du puzzle à régler, mais ça ne règle pas l'enjeu de la distribution, qui est un aspect très important et on l'a vu, donc qui attire peut-être moins l'attention. Merci beaucoup, Normand Bousseau. C'était fort éclairant. Merci. Au revoir. C'est un plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.